Et voici la vidéo règle de Mysterium, un jeu d'enquête et de déduction coopératif pour 2 à 7 joueurs à partir de 10 ans. C'est un jeu d'Alexandre Nevskiv et Oleg Sidorenko, édité par Libellude. Au niveau matériel, on commence par un magnifique paravent, comme ceci, qui représente l'entrée d'une maison qui va être hantée, puisque c'est le thème du jeu. Et ce paravent, en fait, sera disposé, en fait, devant le joueur, qui va jouer le rôle du fantôme. À l'intérieur, en fait, il y a différentes petites pochettes, comme ceci, où le joueur pourra glisser les cartes. Nous verrons ça un peu plus tard. Ensuite, nous avons des espèces de socles. Il y en a un où il y a un personnage de dessiné qu'on mettra en bas. Au milieu, nous mettrons celui où il y a un escalier de représenté qui va correspondre au lieu. Ensuite, nous en avons un avec un espèce de petit bouclier comme ceci qui va correspondre aux objets. On le mettra au-dessus. Et enfin, nous avons une arrivée, en fait, qu'on va placer comme ceci au-dessus de tout le reste. Ensuite, nous avons une piste de clairvoyance, comme ceci, qui se présente sous la forme d'un petit portique. Si vous jouez seulement à 2 ou à 3 joueurs, il ne sera pas utilisé et sera remis dans la boîte. Par contre, si vous jouez à 4 ou à 5, vous utiliserez ces faces-là. Effectivement, il y a des petits points ici qui représentent le nombre de joueurs. Et si vous jouez à 6 ou à 7, vous utiliserez cette face. On choisit donc la face correspondant au nombre de joueurs, et ce portique sera disposé à cet endroit-là. En fait, il s'encastre dans la piste d'arrivée. Ensuite, nous avons un plateau horloge, comme ceci, en 3D, qui sera disposé à côté du plateau de jeu, et on mettra l'aiguille sur le 1. Ça va correspondre au nombre de tours qu'on va jouer, ça va jusqu'à 7. Nous avons ensuite un sablier de 2 minutes, qui sera disposé aussi à côté, non loin du joueur jouant le fantôme. Puis nous avons des étuis représentant les différents médiums du jeu. Effectivement, tous les joueurs qui ne joueront pas le fantôme joueront des médiums et pourront ainsi choisir en fait leurs personnages, qui sont très joliment illustrés. Il y en a 6 pour que l'on puisse jouer à 7 joueurs au maximum avec le fantôme. Ensuite, nous avons des jetons de clairvoyance qui ont des chiffres comme ceci de marqués. Si vous jouez à 2 ou à 3, vous ne les prendrez pas du tout, ils pourront être remis dans la boîte. Par contre, si vous jouez à 4 ou à 5 joueurs, vous prendrez les chiffres numérotés de 1 à 4, les autres seront remis dans la boîte. Si vous jouez à 6 ou à 7, à ce moment-là, vous prendrez la totalité de ces jetons. Ensuite, les joueurs vont aussi recevoir un pion intuition, comme ceci, sous la forme d'une boule de cristal, qui vont disposer sur le premier panneau, en fait, représentant un petit personnage. Alors attention, si vous jouez seulement à 2 ou à 3 joueurs, la mise en place est un petit peu différente, puisque les joueurs qui vont jouer, ou le joueur qui va jouer les médiums, va prendre 2 médiums. Donc à 3, il y aura donc 2 médiums par joueur médium et un fantôme, et à 2 il y aura seulement un fantôme et un médium qui jouera 2 personnages. Ensuite, chacun placera un petit marqueur de sa couleur sur la piste de clairvoyance au niveau 0. Et je vous rappelle que si vous jouez à 2 ou à 3, il n'y aura pas de piste de clairvoyance et donc on ne mettra pas ces jetons en jeu. Enfin, le joueur médium récupérera en fait ces jetons là qui seront les jetons coupables et qui présentent des chiffres allant de 1 à 6. Il va pouvoir les disposer pour le moment derrière son paravent. Ensuite, il y a aussi 3 jetons représentant comme ceci des corbeaux. Alors, ces corbeaux vont servir en fonction en fait, de la difficulté que vous voulez donner au jeu. Pour une première partie, il est conseillé de commencer en niveau simple, et donc le joueur fantôme ne recevra en fait qu'un seul corbeau qu'il pourra pour le moment aussi disposer derrière son paravent. Enfin, nous avons aussi des petits marqueurs comme ceci représentant les différents personnages qui sont en jeu. Donc évidemment, on va sélectionner uniquement les couleurs qui jouent, si on ne joue pas à 7 joueurs. Donc là, nous avons pris du blanc, du bleu et du rouge. Hop, le joueur fantôme prendra donc ces 3 marqueurs qu'il pourra disposer aussi derrière son plateau de jeu. Les autres seront remis dans la boîte. Ensuite, nous avons un gros paquet de cartes médium comme ceci, qui seront bien mélangées et qui seront disposées derrière le paravent ou à proximité du paravent du joueur fantôme.
Enfin, nous avons un paquet de cartes fantômes. Alors, au dos, il y a des personnages, des lieux et des objets. Et nous avons la même chose, mais avec des cartes de médium, avec le personnage, avec le lieu et avec les objets. Attention, elles sont plus petites que les autres. Alors, attention, nous n'allons pas utiliser la totalité de ces cartes pour la partie. Il va falloir faire une mise en place dont les modalités sont indiquées à la page 8 de la règle du jeu, effectivement, sur la difficulté de la partie, la mise en place des cartes. Premièrement, pour une première partie, on jouera en facile, et ici, il y a donc le nombre de cartes qu'il faudra tirer dans chacune des catégories en fonction du nombre de joueurs. Si vous voulez ensuite jouer en moyen, eh bien cette récurrence de cartes change, et en niveau difficile, bien sûr, c'est encore plus de cartes. Alors là, nous allons faire donc un exemple à 4 joueurs au niveau facile. Il nous faut donc 5 cartes dans chaque catégorie. Alors, le plus simple pour la mise en place, c'est de ne pas mélanger en fait les paquets de cartes fantômes. Effectivement, elles ont des chiffres marqués comme ceci au verso, et donc vous allez les laisser trier en fait dans l'ordre du plus petit chiffre au plus grand chiffre dans chacune des différentes catégories. Les autres cartes, par contre, c'est avec celles-ci que nous allons effectuer le tirage avec les cartes médium. On va donc bien les mélanger, et après avoir effectué un mélange, on va tirer le nombre de cartes sélectionnées correspondant au nombre de joueurs et à la difficulté. Donc là, on a dit 5, et bien on va tirer 5 cartes, qu'on va laisser pour le moment comme ceci, car le joueur fantôme va devoir trouver à l'intérieur de son paquet les mêmes chiffres que ceux qui ont été tirés. Les autres cartes médium pourront être remises dans la boîte. On réalise donc ceci pour chacune des catégories, personnage, lieu et objet. Une fois que c'est fait, le personnage fantôme va pouvoir récupérer chacun de ces tas et les disposer derrière son paravent. Une fois ceci fait, eh bien, les joueurs vont pouvoir révéler toutes ces cartes sur les niveaux correspondants. Alors, pendant que les médiums découvrent les cartes, eh bien, le joueur qui joue le rôle du fantôme va se placer derrière son paravent, bien sûr, et il va prendre tout d'abord toutes les cartes personnages qui ont été sélectionnées. Il va bien les mélanger derrière son panneau, de façon à ne les montrer à personne, et ensuite il va en tirer autant qu'il y a de joueurs en les disposant en fait sur les lignes de couleurs correspondantes. Donc là par exemple, dans notre exemple à 4 joueurs, il y a un médium bleu, un médium rouge, un médium blanc. J'ai pris les jetons correspondants et on les dispose à côté en fait des différentes couleurs pour savoir où regarder. Et ensuite je vais donc tirer un personnage que je vais placer en haut dans la première petite pochette. Alors faites attention à ne pas faire trop dépasser les cartes parce qu'il y a le chiffre qui est indiqué et donc que les joueurs médiums vont devoir deviner ces cartes, donc il faut mieux éviter de leur montrer les chiffres, ça pourrait les aider. Hop, on fait la même chose pour le deuxième personnage et la même chose pour le troisième personnage. Effectivement, c'est en haut que correspondent les cartes personnages. Ensuite, les cartes restantes de personnages, eh bien, il va pouvoir les remettre discrètement dans la pioche, de façon pareille à ce que les joueurs ne voient pas ces chiffres, ou sinon il peut se les garder aussi devant lui. Et ensuite, on va faire la même chose avec les cartes lieux qu'on va disposer sur ces 3 endroits, et la même chose avec les cartes objets qu'on va disposer sur ces 3 endroits. Nous sommes alors prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, nous sommes dans les années 20, en 1920 et quelques, et les joueurs sont des médiums qui se sont réunis dans une maison hantée pour essayer de rentrer en contact avec un fantôme lors de la nuit de Samhain, qui est la nuit de Halloween. Ils ont donc 7 heures de communication avec ce fantôme pour tenter de découvrir ce qui s'est passé dans cette maison hantée, car effectivement, il y a eu un meurtre effectué par un personnage dans une pièce de la maison avec un objet en particulier. C'est donc un jeu coopératif où les médiums et le fantôme vont devoir tenter de communiquer par l'intermédiaire de cartes pour pouvoir petit à petit découvrir le coupable de cet ancien meurtre. Si les médiums réussissent à découvrir en fait ces 3 indices au fur et à mesure du jeu,
avant les 7 heures écoulées, eh bien tout le monde aura gagné la partie ensemble. Par contre, si jamais il n'arrive pas à trouver avant les 7 heures, eh bien malheureusement, ce sera perdu pour tout le monde et il faudra donc reprendre contact l'année suivante avec ce fantôme pour découvrir qui était le meurtrier et dans quelle pièce et avec quelle arme il a tué. Alors concrètement, pour le déroulement, nous avons vu que derrière son paravent, le joueur fantôme a attribué à chacun des joueurs autour de la table un personnage, un lieu et un objet. Effectivement, ça correspond en fait à un des personnages qui était présent lors du meurtre. Et un de ces personnages va être le coupable, mais pour le moment, les joueurs vont devoir tenter d'identifier en fait quel personnage leur a été attribué, dans quelle pièce de la maison et quel objet est accompagné avec ce personnage. Donc le fantôme va tenter petit à petit de donner des indices aux joueurs pour qu'ils parviennent chacun à identifier leur personnage, leur lieu et leur objet. Une fois que ce sera fait, nous serons en fin de partie, les joueurs essaieront de déterminer sur une dernière vision lequel de ces personnages est le coupable. S'ils y arrivent, ils remporteront la partie. Alors, il est à noter que si vous voulez encore un peu plus d'ambiance effrayante, vous pouvez aller à la page 5 en fait de la règle du jeu et vous avez un QR code comme ceci à flasher pour avoir la musique d'ambiance qui peut accompagner votre partie. Voilà, donc par exemple sur son téléphone, on peut tenter. Alors, est-ce que ça va marcher? Bonne question. Pousser au maximum. Voilà, on est tout de suite dans l'ambiance. Alors, pour débuter la partie, le joueur fantôme va devoir piocher 7 cartes qui sont les cartes de vision. Il va donc les prendre en main et les regarder secrètement, évidemment, à l'abri de son paravent. Et ces cartes, en fait, représentent des choses assez étranges, comme ceci, un petit peu comme des cartes de Dixit. Pour les joueurs qui connaissent un petit peu le jeu, il y a plein de petits détails et plusieurs interprétations possibles, en fait, sur chacune de ces étranges dessins. Le joueur va donc devoir tenter d'envoyer un indice à chaque joueur. Effectivement, par exemple, le joueur bleu, ça va être le personnage du magicien. Il va donc falloir que je tente, par exemple, de lui trouver une ou plusieurs cartes qui vont pouvoir l'aider à comprendre que son personnage est le personnage magicien. Je vais pouvoir faire aussi la même chose pour les autres joueurs. Donc en fonction des cartes que j'ai reçues, je peux choisir l'ordre dans lequel je vais tenter de faire deviner. Et donc je peux choisir le personnage qui est le plus adapté, par exemple, aux cartes que j'ai tirées. Donc là, par exemple, j'ai une espèce de palette. Alors j'ai donc un magicien, une couturière et une horlogère, apparemment, puisqu'il y a un dessin d'horloge de dessiner. Donc j'essaye de regarder qu'est-ce qui va me permettre de faire deviner aux autres le plus facilement possible. Alors attention, le rôle du fantôme est assez ingrat, car il ne va pas devoir parler du tout de la partie. Il faut qu'il reste le plus impassible possible face aux réactions des joueurs. Sa seule façon de communiquer sera par l'intermédiaire des cartes. Alors par exemple, notre joueur pourrait se dire, bon je vais commencer par le magicien, parce que derrière le magicien il y a des cartes de représenter, cartes à jouer, jeu, ça me fait penser au jeu d'échecs qui est dessiné sur cette carte. Donc je pourrais par exemple donner cette carte à ce joueur. Mais est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait l'aider un petit peu plus? Malheureusement, les cartes que j'ai tirées ne m'inspirent même pas grand-chose de plus en fait. Donc tant pis, je vais lui donner une seule carte. On peut donner en fait le nombre de cartes que l'on veut, mais par rapport aux cartes que l'on a tirées en main. Donc je vais donner cette carte-là au joueur bleu. Le fantôme place donc cette carte devant le joueur bleu, et puis voilà, une fois qu'il a fait ça, les joueurs, et pas seulement le joueur bleu, peuvent commencer à tenter de réfléchir à quel personnage, car pour l'instant on va chercher obligatoirement d'abord les personnages, correspond à cette carte. Alors, pour se rappeler qu'il a déjà fait deviner ce personnage, eh bien hop, on peut coller en fait ce petit pion à la ligne, comme ça on sait que celui-là c'est fait. Après avoir donné une ou plusieurs cartes, le joueur va repiocher des cartes de façon à compléter sa main à 7 cartes. Donc là, comme j'ai donné qu'une seule carte, eh bien malheureusement, je n'en pioche qu'une, ce qui ne va pas me donner non plus beaucoup de latitude.
Ouh là, j'ai eu de la chance, j'ai pioché celle-ci où il y a des espèces de boutons avec des ficelles. Tout de suite, ça me fait penser à la couturière. Un très bon indice pour le joueur rouge. Peut-être que je pourrais lui associer aussi cette carte-là, car effectivement, il y a une tour Eiffel, mais cette tour Eiffel, je ne sais pas si on voit très bien à la caméra, il y a des fils qui en partent, alors fil couturière, peut-être qu'il va y penser. Donc, au lieu de donner une seule carte, je peux, si je veux, en fait, donner 2 cartes, en fait, à ce joueur, et je vais donc lui placer face visible devant lui. Comme je lui aurais placé 2 cartes, eh bien, je repiocherai 2 cartes, et je vais devoir me débrouiller pour essayer de faire deviner le dernier personnage au dernier joueur autour de la... Alors, si le joueur, il n'y a aucune carte qui l'inspire pour faire deviner un personnage, il va pouvoir échanger toutes ces cartes contre 7 autres, ou un nombre de cartes déterminé. Il peut choisir en fait d'en défausser un certain nombre pour en repiocher un certain nombre. Mais pour cela, il va devoir utiliser son pion corbeau. Nous avons vu que dans la version simple, en fait, nous avons un pion corbeau qui pourra être utilisé à chaque manche. Donc là, c'est une manche, eh bien, je vais placer le jeton corbeau sur le dessus du paravent, comme ceci, pour que tout le monde voit que j'ai utilisé ceci, et je peux défausser le nombre de cartes que je veux, en fait, imaginons que j'ai envie de tout défausser, pour repiocher, en fait, le même nombre de cartes sur le dessus du paquet, et peut-être que ça va me permettre d'avoir une meilleure ouverture pour faire deviner mon dernier personnage. Alors, dès que le fantôme a envoyé son dernier flash, car effectivement, chacune des cartes correspond à un flash que le fantôme envoie dans la tête des joueurs pour qu'ils tentent de deviner leur personnage, eh bien, immédiatement, on va retourner ensuite le sablier, et ils vont avoir un temps de sablier pour tenter de deviner quel est leur personnage. Pour ce faire, les joueurs vont tout simplement prendre leur marqueur d'intuition et le disposer sur le personnage qu'ils pensent être le leur. Donc là, par exemple, le joueur rouge a vu les boutons avec du fil, et puis il regarde la deuxième image, il voit qu'il y a un fil aussi, là ça lui paraît clair, donc hop, il se dit, ah bah oui, moi je pense que je suis la couturière. Alors évidemment, tous les joueurs discutent entre eux, et ils peuvent s'aider les uns les autres, s'ils ont de meilleures idées les uns que les autres. Et donc on se dépêche comme ceci, dans le temps du sablier, de chacun choisir un personnage. Si les joueurs ne sont pas sûrs, ils peuvent très bien tous les deux choisir le même personnage, en sachant qu'il n'y en aura qu'un seul des deux qui aura raison. Mais voilà, tout est possible. Donc là, notre premier joueur, le joueur bleu, il voit un rat avec des échecs, il a beau chercher, il se dit, oh bah si, je pense que, ah oui, effectivement, il y a des cartes de dessinée, je peux être là. Le dernier, il a reçu ça, en fait, oh là, alors là, ça ne lui dit pas grand-chose. Il pourrait se dire, oh là là, il y a des espèces de choses comme ça, des racines dessous, là je vois qu'il y a des fleurs dans ce coin, donc moi je pense que je suis plutôt celui-là. Toi avec tes fils, t'es sûr que c'est pas celle-là, parce que là aussi il y a du fil rouge, pareil que sur ta carte, ah oui peut-être, alors bon, hop, peut-être qu'en fait j'ai tort et qu'il faudrait que je me place ici. Enfin voilà, donc discussion générale jusqu'à la fin du sablier, dès que le sablier se termine, stop, les joueurs doivent immédiatement choisir un personnage, et on va passer à la résolution. Alors, pendant que les joueurs choisissent leur personnage, ils vont aussi pouvoir utiliser leur jeton de clairvoyance. Là, par exemple, dans notre partie à 4 joueurs, chacun a 2 jetons de clairvoyance. Alors, nous avons vu qu'il y avait des chiffres derrière, mais on va utiliser l'autre face pour dire est-ce que ce joueur a raison de choisir ce personnage ou est-ce que ce joueur n'a pas raison de choisir ce personnage. Là par exemple c'est le joueur rouge pourrait dire ah ben moi je pense que le bleu il a bien raison de choisir ce personnage, je suis assez d'accord avec lui. Elle par contre avec ses racines sur sa maison volante, elle s'est placée là peut-être par désespoir de cause, j'ai pas trop d'idées, bon je suis pas obligé d'utiliser de jetons mais je pourrais dire bon ben je pense qu'elle a tort. Et tous les joueurs peuvent faire cela. Attention, dès que le sablier se termine, stop, les joueurs doivent arrêter de placer leurs pions sur le jeu, et on va passer à la résolution. Alors, le fantôme choisit dans quel ordre il fait ses révélations, il va commencer par le joueur bleu par exemple, et puis lui dire « Ah, toi tu t'es placé au bon endroit, c'est bon, tu as trouvé ton personnage ». Alors, quand un joueur a trouvé son personnage, eh bien tout d'abord on va retirer les cartes qui se trouvent devant lui, et les remettre sous la pile de pioche des cartes de vision. Ensuite, on regarde si des joueurs ont parié correctement sur ce personnage. Donc là, par exemple, le rouge et le blanc ont chacun parié qu'en fait le joueur bleu avait raison. Comme ils ont effectivement raison, ils vont pouvoir avancer sur la piste de clairvoyance.
La piste de clairvoyance, c'est ceci. Le joueur rouge a donc bien deviné, le joueur blanc a donc bien deviné. Il n'y a que le joueur bleu, même s'il a trouvé son personnage, qui n'avance pas. En revanche, il va avancer son pion sur la case suivante, car effectivement, maintenant, il devra deviner quel est son lieu. Les jetons qui ont été joués par les joueurs, qu'ils soient justes ou qu'ils soient faux, vont être défaussés sous l'horloge, en fait, sur les emplacements correspondants. Effectivement, lorsqu'on a utilisé des jetons de pari, on ne pourra pas les récupérer avant le 4e tour, nous le verrons un peu plus tard. Et enfin, le joueur bleu va évidemment récupérer sa carte de personnage et il va pouvoir la glisser dans son petit étui, en fait. Il sait qu'il a ce personnage qui lui est associé. Et on fait de même ensuite pour les autres. Là, le joueur rouge, ce personnage-là, oui, c'est bien celui-là. Hop, tu avances là. Le blanc et le bleu ont bien parié. Ils avancent donc tous les deux d'une case sur la piste de clairvoyance. Leurs jetons sont défaussés sous l'horloge. Tac. Et le personnage rouge récupère cette carte qu'il glisse dans son paravent et défausse les cartes de vision qui lui ont été posées devant lui. Attention, par contre, ce joueur-là, il lui dit « Malheureusement, tu t'es trompé. Comme il s'est trompé, il doit revenir sur cette case-ci. Il faudra à nouveau qu'il devine son personnage. » Là, le joueur rouge avait parié qu'il s'était trompé. Oui, il s'est bien trompé, donc le joueur rouge réavance encore une fois sur la piste de clairvoyance. Le jeton est ensuite défaussé, et par contre, les 3 cartes restantes restent ici. Le joueur blanc sait que c'est un des 2 personnages restants, puisqu'il vient déjà d'essayer celui-là, et que ce n'est pas le bon. Attention, en plus, comme il n'a pas trouvé, eh bien, il garde sa carte d'indice devant lui. Ça pourra peut-être l'aider avec la carte supplémentaire que le joueur fantôme va pouvoir lui ajouter maintenant. Alors, pour se repérer plus facilement, le joueur fantôme, donc normalement en fait ça avait été posé lors de la phase où on a posé les cartes devant les joueurs, et bien là, à chaque fois qu'il va donner la résolution d'un joueur, il va pouvoir retirer en fait pour le remettre dans une position comme ça, et quand le joueur a trouvé son personnage, donc là par exemple c'est le cas pour le joueur bleu, et bien il va tout simplement le retourner pour savoir où c'est qu'il en est. Là, pareil, le joueur rouge a découvert son personnage, par contre, le joueur blanc n'a pas trouvé son personnage, donc il va laisser comme ça, et pour cette nouvelle manche, il va devoir faire donc deviner toujours le personnage au joueur blanc, mais pour le joueur rouge et le joueur bleu, il va pouvoir leur donner des cartes pour leur faire deviner cette fois-ci le lieu. Alors, attention, avant de faire cette deuxième manche, bien sûr, on avancera l'heure de 1, on passe à la deuxième heure. Le joueur, comme on est en mode facile, il va pouvoir récupérer son corbeau qu'il pourra à nouveau utiliser lors de cette manche, et puis cette manche se déroule de la même façon, en posant des cartes devant les joueurs. Alors, s'il choisit de donner des indices à un joueur qui en a déjà devant lui, évidemment, ils vont s'ajouter, en fait, les cartes vont s'ajouter aux cartes qui avaient préalablement été placées devant lui, et puis normalement ça devient de plus en plus simple, car il y a de moins en moins de cartes disponibles aussi pour ce joueur. On continue donc comme ceci, les manches. Alors attention, lorsqu'on arrivera à la manche 4, les joueurs vont tous pouvoir récupérer les jetons qui ont été défaussés ici, les jetons de clairvoyance, donc ils pourront à nouveau les utiliser. Effectivement, par exemple, dans cette partie à 4 joueurs, chacun a seulement 2 oui et 2 non. Donc une fois qu'ils sont utilisés, il faudra attendre le début de la manche 4 pour pouvoir les récupérer et à nouveau les utiliser. Les joueurs vont donc petit à petit découvrir leurs objets, en fait, leur lieu d'abord, et puis ensuite leurs objets, et peut-être qu'un joueur va arriver ici en ayant découvert ces 3 cartes. Évidemment, ces 3 cartes auront été mises à l'intérieur de son petit étui, et lorsqu'un joueur est arrivé là, eh bien, il va continuer juste à aider les autres joueurs à deviner quels sont leurs personnages, leurs lieux et leurs objets, mais par contre, évidemment, lui, on ne lui placera plus de cartes devant lui pour le moment. Alors attention, en plus de ça, lorsqu'un joueur parvient sur la dernière case, il va gagner un certain nombre de points de clairvoyance qui dépend du nombre d'heures qui restent en jeu. Donc là par exemple, si le joueur rouge arrive déjà ici à l'heure 4, eh bien il reste 5, 6, 7, c'est-à-dire 3 heures, eh bien il gagne donc 3 points de clairvoyance. Imaginons que le joueur bleu parvienne ici alors qu'il ne reste plus que la 7e heure, eh bien il ne gagnera en fait qu'un seul point de clairvoyance. Et si on trouve sur la dernière heure, eh bien malheureusement, on ne gagnera cette fois-ci aucun point de clairvoyance additionnel.
Alors attention, si à la fin de la 7e heure, il reste encore des joueurs qui ne sont pas arrivés sur la dernière case du jeu, eh bien malheureusement la partie est perdue pour tout le monde. On n'a pas réussi à découvrir en fait tous les personnages impliqués dans l'affaire. Alors par contre, si tout le monde est arrivé sur la dernière case, on va pouvoir tenter de découvrir qui est le coupable. Alors le joueur fantôme va rendre en fait les jetons correspondant aux joueurs qu'il avait placés devant son paravent. On va pouvoir reprendre aussi ceux des joueurs ne jouant pas, et on va sélectionner, cette fois-ci en les retournant, les chiffres correspondant au nombre de coupables. Donc là, en fait, comme nous... Enfin, de suspects, pardon. Nous avons donc 3 médiums dans cette partie à 4 joueurs. On va donc utiliser le chiffre 1, le chiffre 2 et le chiffre 3. Les autres peuvent être remis dans la boîte. Chacun des joueurs va donc ensuite prendre les cartes qu'il avait trouvées et qu'il a mis donc dans son petit porte-cartes, et il va les placer en fait au-dessus d'un des chiffres. Donc là en fait ça va donner donc le premier suspect avec le lieu suspect et l'objet suspect. Tout le monde fait ceci sur un numéro, en fait, et ensuite, le fantôme va avoir la lourde tâche d'envoyer une vision commune à tous les joueurs pour qu'ils tentent de trouver le coupable. Alors, le mieux pour lui, ça va être tout d'abord de retourner, en fait, face visible, puisqu'il avait mis face cachée au fur et à mesure que les joueurs trouvaient, donc il remet toutes les cartes face visible pour avoir bien tous les suspects devant lui. Ensuite, il va prendre les petits jetons de coupables, et il va prendre les jetons correspondant aux 3 personnages, le 1, le 2 et le 3. Il va pouvoir les placer comme ceci devant lui et puis les mettre devant les personnages correspondants que les joueurs ont sélectionnés en fait sur le jeu, donc par exemple comme ceci. Et ensuite, bien sûr, il a toujours ces 7 cartes en main, et bien il va regarder ces 7 cartes et tenter de choisir une combinaison de 3 cartes, chacune de ces cartes indiquant un coupable, un lieu et un objet. Par contre, sur la même ligne. Donc là, il doit choisir en fait ce personnage-là ou ce personnage-là. C'est à lui de choisir en fait qui sera le coupable. Et une fois qu'il a choisi son personnage, il faudra que une des cartes qu'il a sélectionnées corresponde au personnage, la deuxième carte corresponde au lieu, et la troisième carte corresponde à l'objet. Malheureusement, il n'a que 7 cartes en main pour faire ceci, et donc ça va lui demander certainement un petit peu de réflexion. Une fois qu'il a bien choisi ces 3 cartes indices, eh bien il va prendre le jeton correspondant au personnage qu'il a choisi comme coupable, et il va le disposer sur le plateau, là, sur le point d'interrogation. C'est la solution. On passe alors au référendum. Alors attention, pendant le référendum, les joueurs médiums n'ont pas le droit de communiquer les uns avec les autres, ils vont devoir faire leur choix en leur âme et conscience. Alors tout d'abord, nous allons regarder la piste de clairvoyance. Si il y a un joueur qui se trouve dans la première partie entre le 0 et le 4, malheureusement il ne verra qu'une seule des 3 cartes de vision. S'il y a des joueurs entre la 5e et la 6e case, ceux-ci ne verront que 2 cartes de vision. Par contre, tous les joueurs qui seront au moins à 7 points de clairvoyance auront le droit de voir les 3 cartes de vision. Alors, imaginons qu'il y ait un ou plusieurs joueurs qui soient dans la première partie qui vont voir qu'une seule carte de vision. Eh bien, le joueur fantôme va mélanger les 3 cartes qu'il a sélectionnées de façon à ce qu'on ne sache pas quelle carte va correspondre à quel indice. Et il va retourner la première carte face visible sur le jeu. À ce moment-là, les joueurs vont tenter de réfléchir, mais silencieusement dans leur tête, à quel groupe de personnages, en fait, peut correspondre cet indice. S'il y a donc un joueur qui n'est pas arrivé jusqu'au niveau 5 de clairvoyance, eh bien, il va devoir faire immédiatement son vote. Donc là, par exemple, c'est le cas de notre joueur blanc qui voit donc des bougies. Oh tiens, il y a une bougie ici. Bah, je regarde un peu sur les autres personnages, mais finalement, je pense que c'est le magicien qui est coupable. Alors à ce moment-là, le joueur en question, ou les joueurs en question, puisque s'il y en a plusieurs, ils vont tous voter ensemble, ils vont retourner leur jeton de clairvoyance qui présente des chiffres, et ils vont donc pouvoir choisir le chiffre du personnage qu'ils ont sélectionné. Donc là, imaginons qu'ils choisissent le 1,
et bien secrètement, sans le montrer aux autres joueurs, il va glisser en fait son chiffre dans son petit cache pour voter en fait pour ce personnage-là. Le fantôme peut alors ensuite révéler la deuxième carte. Tout le monde réfléchit et ceux qui sont à 5 ou 6 de niveau de clairvoyance vont faire leur vote aussi. Et puis enfin, on révélera la dernière et troisième carte pour tous les joueurs qui sont à 7 ou au-delà. Et eux aussi vont voter secrètement dans leur petit cache. Allez, je vous laisse quelques instants pour essayer de deviner avec ces 3 cartes en fait. Quelle combinaison correspond. Une fois donc que tout le monde a choisi ainsi son personnage, et bien sûr on va pouvoir révéler en fait les votes des joueurs, donc tout le monde va pouvoir vider son cache, et puis on va mettre les chiffres en fait sur le personnage correspondant. Ceci étant fait, nous sommes alors prêts à passer à la révélation. On va prendre en fait le jeton qui a été désigné et on le retourne. Et oui, c'était bien le 1, le magicien. Et là, le fantôme va pouvoir expliquer ses indices. Effectivement, par exemple, les bougies pour la bougie, c'était assez simple. Hein. Ici, il y avait des petits vélos qui lui ont fait penser au garage. Et puis là, le chapeau qui lui a fait penser à un chapeau de magicien, même s'il n'y en a pas de dessiné. Voilà, donc chacune des cartes correspond bien à une de ces cartes à deviner. Alors attention, lors de la révélation des votes, si jamais tout le monde n'a pas voté sur le même personnage, évidemment ce sera le groupe où il y a le plus de votes qui sera considéré comme celui proposé comme suspect par les joueurs. Et donc, on vérifiera par rapport à eux, si c'est lui qui gagne, eh bien très bien, il gagne la partie. Si par contre il y a une majorité sur un autre, eh bien malheureusement, tous les joueurs perdent la partie ensemble. Alors attention, en cas d'égalité sur des groupes, donc là par exemple, si chaque joueur vote pour un personnage différent, c'est vraiment pas de chance à 3 joueurs, mais à 4 joueurs par exemple, il peut très bien en avoir 2 qui votent pour un et 2 qui votent pour un autre, eh bien en cas d'égalité, c'est le joueur le plus avancé sur la piste du médium qui va déterminer quel est le groupe majoritaire. Donc là, par exemple, c'est le rouge, et bien ce serait donc ce personnage-là qu'on prendrait en compte. Enfin, si jamais il y a encore une égalité, donc par exemple les 2 joueurs sont au même niveau de clairvoyance, eh bien c'est le plus âgé des 2 qui sélectionnera le groupe proposé comme étant suspect numéro 1. Alors, si vous jouez seulement à 2 ou à 3 joueurs, à ce moment-là, il n'y a pas de piste de clairvoyance, et lors de la phase de révélation, les 3 cartes seront montrées en même temps, en fait, aux joueurs médiums. Ils choisiront, s'ils sont 2, en fait, ensemble, quel groupe de suspects ils choisissent. Hein. Ils n'ont pas besoin, en fait, de faire un vote secret, ils le font en discutant, mais ils ont le droit de discuter. Et si jamais vous jouez à un joueur contre un joueur, eh bien évidemment, il ne choisira qu'un seul des groupes suspects. Enfin, lorsqu'on joue à 2, on ajoutera en fait des groupes de suspects supplémentaires. Effectivement, le joueur qui est seul joue avec 2 cartes médium, et donc il devra deviner pour 2 pions médium jusqu'au bout. Par contre, en arrivant jusqu'au bout, il y aura donc 2 groupes constitués par les 2 groupes de cartes qu'il a récupérés en cours de partie. Eh bien, on mélangera les cartes restantes, en fait, qui n'ont pas été sélectionnées, pour constituer 2 groupes supplémentaires, de façon à ce que le joueur ait ensuite la possibilité de parier sur un des 4 groupes présents. Le joueur fantôme, bien sûr, choisira en fait 3 cartes correspondant à un de ces groupes, même si ce n'est pas un groupe qui finalement a été a été trouvé par le joueur en cours de partie. Donc c'est un petit peu artificiel, mais de toute façon c'est clairement pas fait un jeu qui est vraiment fait pour être joué à 2 ou à 3. C'est tout de suite beaucoup plus sympathique à partir de 4 joueurs jusqu'à 7. Voilà donc pour Mysterium, donc un excellent jeu qui mélange un petit peu les principes du Cluedo et de Dixit, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, chez le même éditeur d'ailleurs, et voilà, qui rendent un bon jeu d'ambiance. Effectivement, on est assez dedans. Si vous jouez un petit peu dans la pénombre avec en plus la musique d'ambiance par derrière, c'est assez stressant, assez angoissant, mais il y a pas mal de discussions sympathiques entre les joueurs pour tenter de comprendre les indices donnés par le médium. Alors effectivement, il y a bien 2 rôles très différents, hein.
Pas par le médium, pardon, par le fantôme. Effectivement, le joueur fantôme va rester un petit peu muet, alors que pour les autres joueurs, eh bien, ça va être plutôt un jeu d'ambiance où ils vont rigoler et puis parler les uns avec les autres. Malheureusement, le fantôme doit se taire au maximum, ne doit pas faire de mouvement, même de visage, pour donner des indices aux autres joueurs, doit se retenir de hurler quand les joueurs choisissent les mauvais personnages, les mauvais lieux ou les mauvais objets par rapport aux cartes qu'il a données. Donc très peu d'intervention pour lui, mais bon voilà, c'est un rôle qu'on peut donner aux joueurs au fur et à mesure pour que ça change un petit peu, et puis c'est assez rigolo quand même, enfin c'est rigolo mais différemment pour lui de tenter de réfléchir en fait quelle carte pourrait correspondre à quel indice. Donc plus un jeu de réflexion pour lui en essayant de connaître les joueurs au maximum. Il est bien sûr aussi à noter qu'il y a des niveaux de difficulté. Là, nous avons vu le mode facile. Dans le mode facile, le joueur qui joue le fantôme a donc la possibilité de défausser toutes ses cartes une fois par tour, donc ce qui est quand même sympathique. On lui a donné un corbeau en début de partie. En moyen, par contre, on va lui donner les 3 jetons corbeaux et il ne pourra donc changer ses cartes que 3 fois au cours du jeu, à lui de voir le bon moment pour le faire. Enfin, en niveau difficile, déjà il y a un nombre de cartes beaucoup plus important sur la table, donc c'est beaucoup plus compliqué pour les joueurs de faire leur déduction, et le joueur qui joue le fantôme n'a qu'un seul corbeau pour toute la partie, donc il ne pourra changer ses cartes qu'une seule fois. Voilà donc pour ce jeu au matériel magnifique, avec des cartes très sympathiques, à la Dixit, avec vraiment des dessins originaux qui peuvent faire penser à plein de choses différentes, donc vraiment très très sympathique. Et puis surtout, une très bonne ambiance autour de la table. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir!